j'ai tellement traîné sur l'humiliation du fou que nous en sommes encore à l'humiliation du fou, ce qui est de ma faute, ça a un tout petit avantage, c'est que nous en sommes encore à l'humiliation du fou le jour où nous allons entendre le grand spécialiste du fou au séminaire, qui est Jean-Marie Fritz. Mais du coup, ma punition, c'est que j'aurais préféré qu'il y ait un espace entre mon propre discours du fou et le sien. D'autant plus que cette fois-ci, nous allons parler de textes particulièrement connus, non seulement pour le fou, nous allons finir de dire quelques mots du jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, mais la suite aussi portera sur des textes extrêmement connus, des textes qui sont étudiés partout en deuxième année d'université, mais enfin, si les textes sont connus, il y a peut-être des raisons pour cela, on ne peut pas toujours se dispenser d'en parler. Non seulement des textes connus, mais des passages, les passages les plus connus, des textes les plus connus, enfin vraiment, bon, on fait ce qu'on peut. Donc là, nous avions commencé la dernière fois à dire, mais vraiment quelques mots, du jeu de la feuillée, et nous parlions du jeu de la feuillée parce que c'est un texte où la folie joue un grand rôle, peut-être le rôle central, mais où le fou n'est pas considéré du tout de la même façon que dans les romans qui exalte le fou d'amour ou le fou de Dieu et qui, par là même, réhabilite ou exalte aussi l'humiliation dont il est victime. Le jeu de la feuillée montre ou prétend reproduire les conversations quotidiennes et la vie quotidienne à Arras dans les années 270 et les fous, mon Dieu, sont traités comme était traité le fou. Et alors, nous l'avons vu avec ce défilé des fous, ce Poipilé valet qui était probablement un personnage réel, mais du point de vue de l'humiliation, du point de vue qui est le nôtre, les deux personnages qui retiennent l'attention et dans une autre perspective que la perspective de la satire et de la dérision universelle qui caractérise la pièce, ce sont le Dervé, le personnage qui est désigné comme le Dervé, c'est-à-dire le fou furieux, et son père. Et les passages, on peut dire sans exagération, les passages glaçants du jeu de la feuillée, glaçants pour nous, parce qu'il ne fait pas de doute ou guère de doute qu'ils étaient destinés à faire rire et qu'ils faisaient rire, sont ceux où l'on voit ce père arriver de son village en traînant avec lui ce grand fils fou. Ce Dervé est un adulte. Ce grand fils fou qui l'insulte, qui le frappe, qui étale une scatologie et une obscénité démente, qui le ridiculise. Et on entend ce père raconter la misère de vivre avec ce fils et la misère de le traîner avec lui parce qu'il a l'espoir, et l'espoir fou, l'espoir plus fou encore que son fils fou, l'espoir de le voir guérir par ces reliques vraies ou fausses de Saint-Acaire, ces reliques, nous l'avons vu, que le moine, à la fin de la nuit, n'hésite pas à laisser en gage à l'aubergiste pour payer la dette que les buveurs, pendant qu'il dormait, lui ont mise sur le dos. Et ce père que le moine, excédé par son fou violent de fils, finit par renvoyer avec agacement, parce qu'il sait bien, le moine, que son Saint-Acaire et ses reliques ne pourront rien pour lui. Et ce père qui repart traînant son fils plus violent, plus fou, plus obscène que jamais, c'est cela qui nous frappe dans cette pièce, qui nous frappe encore une fois peut-être de façon anachronique,
peut-être pas finalement, parce que à force de dire que bien sûr, oui, ils ne raisonnaient pas comme nous, haha, les fous, ça les faisait rire, peut-être bien que ça les faisait rire, mais ces passages sont tout de même présents dans la pièce. Et par exemple, je suis désolé, là encore, vous voyez, je suis mal organisé cette année, mais enfin, l'apparition du d'Hervé, après le défilé Poipilé-Valet, Dame douce, la grosse femme, grosse, si je puis dire, le gros ventre de Maître Henri, le père d'Adam, tous ces passages purement comiques. Le père... Par ici, enfin, je lis la traduction de Pierre-Yves Badel, qui est excellente pour gagner du temps. Donc, ce sont les œuvres complètes d'Adam de la Halle dans ma collection, Lettres gothiques, édité et traduit par Pierre-Yves Badel, qui est un esprit de tout premier ordre et un très très grand savant, et qui donne tous les œuvres complètes, enfin, c'est pas pour faire de la publicité, mais les œuvres complètes d'Adam de la Halle, imprimées peut-être un peu petit, mais enfin, en un seul volume, avec même enfin, pas les transcriptions musicales, mais la reproduction des portées, des mélodies, en notation carrée par Coussemaker, la vieille édition Coussemaker. Donc, le père... Par ici, levez-vous, mon fils, et venez adorer le saint, le fou. Quoi? Voulez-vous me tuer? Fils de pute, coquin, hérétique, croyez-vous donc ces hypocrites? Laissez-moi passer, je suis roi. Le père, ah, mon petit, asseyez-vous sans bruit, ou vous allez prendre des coups. Le fou, non, non, je suis un crapaud, et je ne mange que des grenouilles. Écoutez, je joue de la trompette, j'ai bien joué, je joue encore. Le père, ah, mon petit, asseyez-vous, mettez-vous à genoux, sinon Robert Sommeillon, le nouveau prince du Puy, va vous battre. Le fou, la belle merde que voilà, je suis mieux prince qu'il n'est, etc. Et avec, au milieu de tout cela, ce qui, effectivement, enfin, les éléments comiques ou frappants, ce sont les jeux de mots involontaires du fou qui n'apparaissent pas dans la traduction. Qui ne peuvent pas apparaître, ce n'est pas du tout un reproche. Le d'Hervé dit « Laisse-moi aller car je suis roi ». Le père « Ah, Baudou fils, et vous quoi ?» il y a toujours dans ce théâtre du Moyen-Âge, chaque réplique s'arrête toujours sur la première rime du couplet comme élément mnémotechnique pour que l'autre acteur trouve plus facilement sa réplique. Il sait que ça rime avec la première. Voilà. Ah, Baudou fils, c'est vous quoi? Or vous arrêtez des envieux des coups. Non ferez, je suis un crapaud, s'il m'engue fort reine. Reine, ce sont les grenouilles. Mais comme il a dit qu'il était roi, excusez-moi, comme il a dit qu'il était roi, et que, si ça ne va pas, je me remettrai à ma cravate, et que au XIIIe siècle, Reine commence, ça se prononce Reine ou Rouen, ça marche. Écoutez, je fais les arènes, donc reine, le roi, la reine, et les arènes, c'est-à-dire les trompettes. Mais je fais les trompettes, ça veut dire qu'il fait les trompettes sans tronc, si je puis dire. Et nous avons déjà eu l'occasion de dire que c'est le signe de la folie. Je suis désolé, après les bruits du micro. C'est bon. C'est bon. Oui, mais si je fais des gestes, il vaut peut-être mieux le mettre à ma cravate, je ne sais pas. Je vais vous en mettre un autre. Bon voilà, j'ose à peine continuer après ces bruits, mais nous avons vu que la marque du fou, c'est l'inversion du souffle, puisqu'il a l'esprit dérangé, donc inversé, donc le souffle est inversé, et le souffle inversé, eh bien c'est le paix. On voit, j'avais cité ces tableaux de Bruegel, ou ces représentations où l'on voit ces cohortes, ces personnages à la queue leu-leu, chacun soufflant dans le derrière de l'autre, ce qui est une double inversion.
Donc, ça le désigne comme fou. J'ai bien joué, je joue encore, etc. Donc, ça, on le voit. Et en fait, là, vous me direz, je sors du cadre. Du cadre du cours et d'humiliation du fou. C'est vrai, personne ne lui court après en lui jetant des savates, des linges mouillés et du mou de veau. Mais ça se joue sur le théâtre. C'est une pièce de théâtre. Donc, il y a une exhibition. Le père, dans l'espoir de guérir son fils, exhibe le fou devant à la fois les autres personnages et le public de la pièce, et alors qu'il y a une continuité de ces personnages au public, puisque la pièce met en scène la population d'Arras. Et plus loin, excusez-moi, le fou, il ne comprend pas ce qui se dit autour de lui. Alors, la conversation ne le concerne pas du tout. Conversation entre Gillot le Petit et Maître Henri. Brusquement, le d'Hervé. « Aïe, aïe, il a dit qu'on me serre le cou, je vais le tuer. »« Ah, mon petit, dit le père, laissez tomber, c'est des bigames qu'il parle, etc. » Et le fou intervient dans la conversation sur les clercs bigames. Et à ce moment-là, c'est un fou différent, un fou qui délire sur ses prétendues capacités poétiques. Mais c'est surtout tout à la fin de la pièce, vers le matin, cette lassitude de l'aube, Adam restera à Arras, l'excitation de la nuit est tombée, ils ont bu, ils ont joué au dé, ils ont perdu, ils resteront enfermés dans leur petite vie, ils dorment, le moine s'est endormi, on lui met sa dette sur le dos, et puis le père et le d'Hervé sont encore là. Le père est resté là, il y a passé la nuit, plus personne ne s'occupe de lui, et là, avec son fils, il voudrait faire quelque chose pour lui. Les compagnons chantent à un moment une chanson d'ivrogne, en somme, tous d'élite. Et le d'Hervé, dehors, au feu, au feu, au feu, je chante aussi bien qu'eux. Et il dit, parce que le patron dit, bien vous peut être vanté qu'on commet si bien dit ne fut. On peut se vanter que jamais personne n'a aussi bien chanté que vous. Ne fut du verbe être, le participe passé. Alors, le d'Hervé a entendu fut et il dit « Or, le fut, le fut, le fut, le feu ». Mais il n'a pas compris. Et à ce moment-là, le moine dit « C'est le diable qui vous amène, vous ne me faites que du tort. » Évidemment, il est la démonstration même que les reliques sont inefficaces. Vous ne me faites que du tort. Votre père n'est pas raisonnable de vous avoir amené ici. Le père, pour sûr, monsieur, j'en suis désolé, mais d'un autre côté, je ne sais que faire, car s'il ne vient pas trouver Saint-Acaire, où ira-t-il chercher sa guérison? Pour sûr, il m'a déjà tant coûté que je suis obligé de mendier mon pain. Alors, le fou entend le mot pain. Nom de Dieu, je meurs de faim. Le père, tenez, mangez donc cette pomme. Le fou, menteur, c'est une plume, c'est une plume, partez, maintenant elle est à Paris. Le père, mon Dieu, quelle honte pour moi, quelle misère, que je suis malheureux. Le moine, pour sûr, c'est bien fait, pourquoi le ramenez-vous ici? Le père, monsieur, c'est qu'il ne ferait chez nous que des méchancetés ou des bêtises. Hier, je l'ai trouvé tout couvert de plumes et caché au fond de son édredon. Et à la fin, tout à la fin, le père, allons, levez-vous mon fils, j'ai encore mon blé à vendre, parce qu'il était venu aussi à la ville pour vendre son blé. Quoi? Vous voulez me mener pendre? Fils de pute, fief et coquin. Le père, taisez-vous, que n'êtes-vous sous terre? Fou puant, Dieu vous maudisse. Le fou, alors que Dieu vous honnisse. Le fou, nom de Dieu, on me compisse de là-haut, je crois, je me retiens tout juste de vous étrangler. Le père, oh misère, tiens ce coup de bâton. Le fou, j'ai bien pété,
le père. Inutile de discuter, vous allez venir. Le fou. Pardon, je suis le marié. Le moine, je n'ai plus rien à espérer ici. Et ce sont les derniers mots du moine. La pièce est terminée. Alors, je suis désolé d'avoir lu ça. Aujourd'hui, il y aura, aujourd'hui, au début de la phrase suivante, et j'en excuse, beaucoup de citations comme ça. Donc, bon, c'est idiot de citer beaucoup, mais que voulez-vous. Et vous voyez que ces passages sont d'une violence extrême. Ce n'est plus ici le noble... oui, on change le micro. Pardon. Voilà. Alors, vous voyez que ces passages sont d'une violence extrême. Ce n'est plus le noble fou d'amour, ce n'est plus le saint fou de Dieu qui gagne patiemment son ciel en supportant les humiliations. Ce n'est plus ce fou provisoire ou ce fou qui est en réalité le seul sage, supérieur à ceux qui croient l'abaisser et qui sont les vrais fous. Ce fou sage que son humilité rend inaccessible à l'humiliation. Ce n'est plus le fou que l'on imagine aimablement laissé en liberté, échappant à la surveillance comme à la punition, objet d'une révérence sacrée. Non, ce n'est pas cela. C'est l'horreur quotidienne de la folie. C'est le désespoir du père, c'est son humiliation à travers ce fils dont il ne sait plus que faire, on ne peut plus le tenir. Il est violent, il casse tout dans la maison, il fait peur, il fait honte. Le père a honte de son fils parce que son fils disait des énormités. Il a honte de son fils parce que son fils le bat. Il a honte de son fils parce que... son fils ne maîtrise pas ses pulsions sexuelles. Ah oui, je n'ai pas cité, il y a un passage où le père dit je ne sais quoi et le fils dit « Ah, entendez notre vache qui mugit, je vais l'engrosser ». Et il se précipite sur son père comme s'il voulait engrosser son père. Donc ça entre dans la cohérence de la pièce qui est autour du gros ventre, le gros ventre de Maître Henri, femme douce, etc. Mais enfin, le passage est insupportable. Il a honte pour son fils et pour lui-même. Il a honte parce que son fils fait un esclandre perpétuel, parce que personne ne le supporte, parce que devant tout le monde, son fils le prend pour une vache et essaye de l'engrosser. Alors, on dira que c'est pour faire rire. On dira que ça fait partie du comique de la pièce. On dira qu'il est anachronique de trouver cela déchirant ou insupportable et que c'est commettre un contresens sur la pièce d'Adam de la Halle et qu'il faut ne rien comprendre, ne rien connaître au Moyen-Âge pour penser que, etc. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Et il est vrai qu'aucun savant, aucun philologue, aucun critique n'a jamais estimé que ces passages pouvaient être autre chose que comiques. Et pourtant, tout le monde convient que la fin de la pièce à la taverne est marquée par la désillusion. Ça, je ne suis pas seul à le dire, tout le monde le dit. Adam, qui au début, tout faraud dans son costume d'étudiant, s'apprêtait à planter là à Arras son père, sa femme, pour aller étudier à Paris, se retrouve à la fin englué dans cette vie et dans cette ville à laquelle il n'échappera pas. Tous les personnages passaient la grande merveille de féerie, elle-même dérisoire, qui occupe le milieu de la pièce et qui se moque en réalité de la fée morgue et de toutes ces histoires de fées. Tous les personnages se retrouvent eux aussi enfermés dans leur médiocrité. Encore une fois, rien n'a bougé, rien n'a changé. Alors ce père,
Pour lui non plus, rien n'a bougé, rien n'a changé. Il avait espéré un miracle de Saint-Acaire, il lui avait amené son fils, il l'avait traîné avec lui, il avait bravé le ridicule au milieu de tous ces gens. Et maintenant, c'est le moine lui-même, ce moine qui promène les reliques de Saint-Acaire, qui invitait à venir faire l'épreuve de leur efficacité, c'est lui qui, excédé à son tour, chasse le fou et reproche à son père de l'avoir amené. Vers qui le père se tournera-t-il si même de ce côté il est repoussé? Et c'est ce qu'il dit au moine. On lui dit, il ne fallait pas l'amener, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Il essaye encore, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, il essaye encore de prendre soin de son fils qui réagit au mot pain en demandant à manger. Il n'obtient de lui une fois de plus que des sottises. Et à ce père qui ne peut plus dire que sa honte et sa misère, le moine reproche une fois de plus de l'avoir amené. L'humiliation, une fois de plus, est pour le père. Il se défend, c'est à la maison, son père ne fait que des bêtises, et le gâchis, et la saleté, et les dredons crevés, et puis, à la fin, il éclate. Il le voudrait mort, ce fils dont il prend tant de soin. Il le frappe, ce fils qu'il traitait avec douceur, ce fils qu'il espérait guérir, ce fils qu'il a amené à Saint-Acaire. Il le frappe sans que l'autre paraisse même s'en apercevoir, sans que ça le tire de son délire scatologique et vaguement obsédé. Et ils s'en vont tous les deux, le fou exactement semblable à ce qu'il était quand ils sont arrivés. Allez, viens, on rentre à la maison. Alors, cela faisait sans doute rire, ou peut-être pas. Peut-être que ça ne faisait pas rire tout le monde, même en 1276. De sorte que c'est dans cette pièce qui ne peint pas l'humiliation du fou, qui ne ressemble pas du tout, ni à Amadas et Idoine, ni à Robert le Diable, ni à Tristan, ni à Lancelot, ni à Gauthier de Coincy, ni à La Vie des Pères, ni à aucun des textes que nous avons vus jusqu'ici. C'est dans cette pièce qui est entièrement faite pour faire rire, c'est vrai, n'est-ce pas, qu'on trouve de la façon la plus saisissante et probablement pour nous la plus touchante, cette humiliation du fou. Nous en avons enfin fini avec les fous. Le fou est un pauvre. Il est le plus souvent pauvre à la lettre, puisqu'il est fou et qu'il ne peut pas gagner son pain, qu'il mendie. Et il est toujours démuni et sans défense, comme le pauvre. Mais l'humiliation du pauvre pur et simple, si je puis dire, du pauvre qui est pauvre sans être fou, cette humiliation-là, c'est une réalité si constante et, si l'on ose dire, si naturelle. C'est une réalité qui va tellement de soi que le pauvre soit humilié, qu'elle est peu mise en scène par la littérature. Et si on cherche de vrais pauvres humiliés, si on regarde autour de soi, on ne voit que cela, et ça devait être pas mieux ou pire au XIIe ou au XIIIe siècle. Si on regarde la littérature, on en trouve peu. Évidemment, on en trouve peu, justement parce que ça va de soi. La littérature ne parle jamais que de ce qui est un tout petit peu exceptionnel. Mais on en parle dans deux cas, justement, qui sortent un petit peu de l'habitude. On en parle lorsque le pauvre est un riche devenu pauvre, et on en parle
lorsque le poète peint sa propre misère, sa propre pauvreté. À ce moment-là, le poète se met volontiers en scène comme pauvre. Et dans les deux cas, ce qui produit l'humiliation, ce n'est pas l'état stable et constant de pauvre, mais c'est une chute, une déchéance, une dégradation. Et c'est donc surtout cela que nous allons voir, parce que c'est pour cela que nous avons des textes. Mais cependant, nous allons commencer par autre chose, parce que l'humiliation est aussi présente, mais pas toujours de la façon qu'on croit, et souvent de façon, si l'on peut dire, inversée, à travers la mise en scène littéraire des paysans. Et dans le cas du paysan, on a bien des scènes d'humiliation du paysan. Seulement, le paysan est tellement fait pour être humilié, c'est tellement sa place dans lui qu'il est à peine humilié si on l'humilie. Donc ça vaut pas la peine de le remarquer ou d'en parler. En revanche, ce que le monde médiéval ressent face aux paysans, le monde médiéval cultivé, lettré, appartenant aux classes supérieures, le monde par lequel et pour lequel est faite la littérature, eh bien, c'est ce que ce monde éprouve, c'est la difficulté à imposer ses valeurs. D'ailleurs, nous avons vu à ce propos que le fou est humilié par ceux qui sentent une rage impuissante devant leur incapacité à lui imposer ses valeurs. Eh bien, d'une certaine façon, c'est un peu la même chose avec le paysan. Et il y a, sous forme de fantasme, une sorte d'envers de l'humiliation réelle du paysan qui en témoigne directement, qui est ce que j'ai appelé autrefois la suffisance du paysan. En jouant sur les deux sens du mot suffisance, le paysan se suffit à lui-même. Il y a un aspect « ça me suffit » dans le paysan qui fait qu'on n'a pas de prise sur lui et en même temps, il est très content de son état parce qu'il ne perçoit pas ce qu'il y a ailleurs, de sorte qu'il est suffisant au sens de content de lui. Et dans la littérature, qui, encore une fois, n'est écrite ni par ni pour des paysans, la littérature qui reflète donc un regard extérieur et généralement méprisant jeté sur eux, dans la littérature, le paysan est si limité qu'il n'a pas conscience de ses limites. Et pour cette raison, il méprise tout ce qui est au dehors du petit monde qui est le sien et tout ce qui lui est supérieur, socialement, intellectuellement, tout ce que vous voulez. Incapable de concevoir le monde différent du sien, plus vaste que le sien, plus élevé que le sien, auquel appartient son interlocuteur quand il est confronté à quelqu'un d'autre, incapable même de comprendre les propos que lui tient un interlocuteur qui parle un autre langage que lui et qui ne peut pas de son côté parler le langage des paysans, il en ricane et il se renferme avec satisfaction sur lui-même. Donc, il est à la fois content de lui et autosuffisant, comme le disait, enfermé dans son petit monde dérisoire. Il est à la fois, pour son interlocuteur, humiliant de morgue dérisoire et, sans le savoir, humilié parce que sa morgue est stupide. C'est finalement de lui qu'on rit, ou que l'œuvre littéraire fait rire, mais lui, il ne s'en rend pas compte. De sorte qu'il est exaspérant pour l'interlocuteur qui n'arrive pas à lui faire saisir sa supériorité. Quand même, c'est moi. Et c'est une situation qui, elle, est très souvent mise en scène par la littérature. Et on en trouve, et c'est deux exemples dans deux passages particulièrement connus d'œuvres elles-mêmes parmi les plus célèbres du Moyen-Âge. Et c'est par elles que je commence
en vous priant de m'en excuser, parce que ce sont des œuvres et des passages que vous connaissez, que tout le monde connaît. Enfin, ouais. C'est le vilain gardien de taureaux sauvages rencontré par Calogrenant dans Le Chevalier au lion, dont l'éditeur et le traducteur devraient être présents dans cette salle. Voilà. Il y a une excellente édition dans la collection Lettres gothiques, reprise à la Pochothèque dans l'édition de l'ensemble des romans de Chrétien de Troyes, édition et traduction de David Halt, professeur à l'université de Berkeley. Et donc, il y a le vilain gardien de taureaux sauvages rencontré par Calogrenant, puis par Yvain lui-même, au début du Chevalier au lion. Et il y a le vilain qui a perdu son bœuf, rencontré par Aucassin dans Aucassin et Nicolette. Et l'auteur d'Aucassin et Nicolette connaissait probablement le Chevalier au lion. Tous deux sont décrits à peu près dans les mêmes termes et ont le même type de laideur qui est jugé caractéristique des paysans à cette époque. Et une laideur qu'on peut voir parce que sur des miniatures ou sur des sculptures de grotesques dans la sculpture gothique, surtout plutôt romane, on voit ce genre de tête. Une grosse tête, un visage camus, des yeux très écartés. Les deux, le vilain de Calogrenant et celui d'Aucassin, ont tous deux une massue. Ils appartiennent à un autre monde. Ils sont à peine humains, bestiaux, proches de l'homme sauvage, qui, vous vous en souvenez, a toujours une massue. Et deux, on précise pour chacun qu'il a une massue. Le personnage qui les rencontre, le seigneur qui les rencontre, le chevalier de la table ronde qu'est Calogrenant, le fils du comte de Beaucaire qu'est Aucassin, le seigneur le voit bien que c'est un vilain affreux et très 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 vilain. Il feint de ne pas s'en apercevoir. Il leur parle courtoisement, mais eux n'ont aucun complexe et répondent de la façon la plus rogue. Donc on est dans cette situation où le supérieur fait des frênes et où l'inférieur est désagréable. Et Calogrenant raconte, je vous dis, c'est un passage tellement connu, bon, je m'approchai vers le vilain et vis qu'il eut grosse la tête, plus que ronchin, ne autre bête, cheveux mêlés, front pelé, saute bien 2 espanes de lait, oreilles moussieux et grands, ça j'ai rien à dire, aussi comme un olifant, les sourcils grands et le vis plat, yeux de souhait et nez de chat. Enfin, je vous traduis l'excellente traduction de David Halt. Je m'approchai du rustre et vis qu'il avait la tête plus grosse que celle d'un cheval de somme ou de n'importe quelle autre bête, les cheveux emmêlés, le front pelé qui mesurait bien 2 empans de largeur, de grandes oreilles velues comme celles d'un éléphant, de gros sourcils et un visage plat, des yeux de chouette, un nez de chat, la bouche fendue comme celle d'un loup, des dents de sanglier aiguës et jaunâtres, la barbe noire et les moustaches tordues, le menton soudé à la poitrine avec une longue échine déformée et bossue. Il était appuyé sur sa massue et vêtu d'un habit si étrange qu'on n'y trouvait ni lin ni laine, mais il portait, attaché à son cou, 2 peaux récemment écorchées de 2 taureaux ou de 2 bœufs. Donc, il est habillé comme un sauvage. Outre que les peaux récemment écorchées, ça sent pas bon. Donc, il n'est pas habillé avec les produits de l'industrie humaine. Et le vilain d'Aucassin, un peu moins sauvage, moins effrayant, n'est pas plus beau. Et là, donc, il y a toutes sortes d'éditions d'Aucassin. Là, dans Lettres gothiques, décidément, c'est le jour de publicité. Dans le volume qui s'appelle Nouvelles courtoises, qui contient des nouvelles occitanes et des nouvelles françaises du Moyen-Âge, il y a une traduction d'Aucassin de Marie-Françoise Notz. Et la partie occitane est faite par Suzanne Thiollier-Méjean.
donc reprends en gros la traduction de Marie-Françoise Notz, il était grand, étrange, laid et hideux. Il avait une grande hure plus noire que le charbon des blés. Le charbon des blés, la nielle des blés, c'est cette maladie, une maladie du blé qui fait noircir. Et plus d'une pleine paume entre les deux yeux. Il avait de grosses joues, un immense nez tout aplati, de grosses narines béantes, de grosses lèvres plus rouges qu'une grillade, qu'une carbonade, et une carbonée, c'est le mot qui emploie, de grandes dents jaunes et laides. Il portait des jambières et des souliers de cuir de bœuf, il y a quand même, que des lanières d'écorce de tilleul maintenaient jusqu'au-dessus du genou. Il était vêtu d'une cape sans endroit ni envers, cape sans envers, enfin, donc probablement particulièrement grossière, mais enfin bon. Et il s'appuyait sur une grande massue. Vous voyez, donc, il reste de la description de celui de Calogrenant. Bon, il n'est pas vêtu de peau de bête, mais il est vêtu de l'étoffe la plus grossière, et il lui reste ses chaussures, ses chaussures grossières, ses lanières d'écorce, et la massue, qui dans son cas n'est pas nécessaire, c'est un paysan, il laboure. On attendrait un aiguillon pour une massue. Aussi, peut-être qu'il assomme ses bœufs, mais enfin bon, c'est moins efficace. Et le vilain de Calogrenant refuse ostensiblement d'entrer dans le système de valeurs du chevalier. Le Calogrenant lui demande avec urbanité si lui dit voilà, je suis un chevalier errant, est-ce que vous connaissez une aventure? Et pour éprouver oui, l'autre lui demande qui il est, je suis, tu vois bien, un chevalier, et je cherche ce que je ne peux pas trouver, j'ai beaucoup cherché, je ne trouve rien. Et que voudrais-tu trouver? On te le tutoie. Des aventures pour mettre à l'épreuve ma vaillance et mon courage. Je te prie maintenant, je t'implore et supplie de m'indiquer, si tu le peux, quelque aventure ou quelque merveille. Achevait-il, faudra-tu rien? Faut pas y compter, lui répond le paysan. D'aventure ne sais-je rien, non que mais n'en y parler. Je ne sais rien en matière d'aventure et je n'en ai jamais entendu parler. Mais si tu voulais aller si près jusqu'à une fontaine, n'en revenrouais pas sans peine, si tu ne rendouais son drouet, ou ton drouet, il y a une note, alors là, excellente de David Halt sur la variante des manuscrits. Mais si tu voulais aller jusqu'à une fontaine près d'ici, tu n'en reviendrais pas sans quelque difficulté, ni avant de lui avoir payé son tribut. Et il décrit ensuite la fontaine. Et ce vilain, à ce moment-là, il dit « Non, je ne sais pas ce qu'est une aventure. Je ne sais pas ce que c'est qu'une aventure. Bon, je ne te dirai rien, je ne sais pas ce que c'est qu'une aventure. » Il lui indique non seulement une aventure, mais la plus belle qui soit, la plus célèbre. Même quand on connaît très peu la littérature du Moyen-Âge, tout le monde connaît la fontaine de Barenton, quand on verse de l'eau sur la margelle, une tempête se déchaîne. Il lui indique cette aventure-là. Et d'ailleurs, ensuite, ils se mettent à lui parler avec la plus grande urbanité et en décrivant admirablement cette fontaine. Ah, tu verras la fontaine qui bout et qui est pourtant plus froide que du marbre. Le plus bel arbre que nature ait jamais pu faire lui donne de l'ombre. Il garde son feuillage par tous les temps, car nul hiver ne peut le lui faire perdre, etc. Ce vilain s'exprime pas mal, après tout. Mais quand il parle de façon générale, quand il s'adresse vraiment à son interlocuteur, il est désagréable. Et chez Aucassin, c'est beaucoup plus élaboré. Aucassin Nicolette n'est pas plus élaboré que Chrétien III, mais enfin, l'insistance est plus grande. Le vilain d'Aucassin ne comprend pas le langage métaphorique d'Aucassin. Et il le traite avec le plus grand mépris, alors bien qu'il l'ait reconnu en Aucassin le fils de son seigneur, le comte. Il le traite avec mépris, il compare de façon géniarde, mais enfin non sans raison, ses malheurs qui sont véritables à ceux d'Aucassin, qui sont ou qu'il croit être de petits désagréments d'enfants gâtés, si bien qu'Aucassin entre ostensiblement dans ses vues
fait tous les efforts pour l'amadouer, finit par le remercier poliment de l'avoir injurié, comme on fait effectivement dans des situations de ce genre, quand on fait trop de frais, de peur d'avoir l'air condescendant ou fier avec un inférieur bougon, donc on ne traite pas en inférieur, dont on ne voudrait pour rien au monde s'avouer même à soi-même qu'on le considère comme un inférieur, mais qui est, lui, persuadé qu'on le considère comme tel, qui n'a peut-être pas tort dans certains cas. Alors, en même temps, on se sent mal à l'aise, et c'est une expérience que tout le monde a faite, hein. On se sent mal à l'aise et comme intimidé parce qu'on a l'impression de reconnaître l'autre pour ce qu'il est, mais on a l'impression qu'il ne nous reconnaîtra jamais pour ce que nous sommes. Soit il est incapable de le faire parce que nous sommes hors de ces catégories, soit il refuse de le faire parce qu'il est vaguement hostile. Et dans les deux cas, nous sommes mal à l'aise et nous essayons éperdument et vainement de nous faire pardonner d'exister et d'être ce que nous sommes. C'est pour nous une expérience courante d'humiliation sociale jouant dans les deux sens. Chacun se sentant humilié. Et qu'elle soit rendue avec acuité et avec une extrême finesse par ce texte anonyme du XIIIe siècle, suggère, ou par Chrétien, suggère, ou nous allons voir aussi par d'autres textes, suggère une sorte d'inquiétude sociale qu'on n'attendrait peut-être pas de la société de cette époque. Et vous voyez, c'est encore quelque chose à quoi sert la littérature. Si vous lisez des textes, je ne sais pas, des textes juridiques, des textes édifiants, etc., du Moyen-Âge, vous ne trouverez pas cela. Vous verrez comment on traite les paysans, comment on les punit, etc. Vous pourrez trouver une inversion des valeurs, comme pour le fou, dans les revues des États du monde qui disent les marchands sont tous condamnés parce qu'ils sont cupides et voleurs, les chevaliers seront tous condamnés, iront tous en enfer, enfin, sauf rédemption individuelle difficile parce qu'ils sont violents, les moines iront tous en enfer parce qu'ils sont lubriques, etc. Mais les seuls à ne pas aller en enfer de par leur état même, ce sont les paysans, parce qu'ils nourrissent le peuple de Dieu. Alors ça, on le trouve. Mais c'est une sorte de contre-pied de la vision habituelle. Mais cette sorte, enfin ce que j'appelle une inquiétude sociale, et cette sorte d'humiliation qui joue dans les deux sens et d'incompréhension réciproque, seuls les textes littéraires peuvent le montrer. Alors, dans cette scène, là encore, j'aurais dû mettre un signet, j'étais sot. Dans cette scène, le vilain a perdu, il dit qu'il a perdu Roger, le meilleur bœuf de sa charrue. Le bœuf s'appelle Roger, c'est Rouget, n'est-ce pas? C'est un bœuf roux, n'est-ce pas? C'est pour ça, comme un chien peut s'appeler Noirot, ou au Moyen-Âge, un cheval Morel. Beaucoup de chevaux s'appellent Morel. Morel, c'est noir. C'est le nom du fruit, la mûre, qui est un fruit noir. Et c'est le mort, qui est noir aussi. Voilà. Et alors, donc, le vilain a perdu son bœuf Roger, le meilleur de sa charrue, et il le cherche dans la forêt. Aucassin, lui, a perdu Nicolette. Et tout en pleurs, il la cherche également dans la forêt. Mais comme il ne veut pas avouer au vilain qu'il a perdu Nicolette et qu'il cherche Nicolette, il prétend avoir perdu un lévrier blanc. Le plus beau lévrier qui soit. Et alors, le vilain s'indigne
et s'apitoie à ce moment-là sur sa propre misère. Sans son bœuf, sa vieille mère et lui mourront de faim, etc. Sa pauvre mère, déjà, on lui a pris, elle n'a pas de matelas, elle couche sur la paille. Alors qu'Aucassin, qui peut s'offrir tous les lévriers du monde, pleure pour un chien de merde, dit-il, pour un chien de Longagne. Maudit soit qui aura de l'estime pour vous, conclut-il. Bon. Et bon, je lis là encore la journée de lecture, le passage. Donc il rencontre le vilain. Là, je lis pour aller plus vite la traduction de Marie-Françoise Notz. Aucassin se précipita sur lui et il eut grand peur en le voyant de plus près. Aucassin a facilement peur. Vous savez, Aucassin, c'est un diminutif venu de Loua, n'est-ce pas? C'est le bécasson, l'oisillon. Mon frère, dit-il, Dieu te vienne en aide. Il est bien poli avec le paysan, Aucassin. Dieu vous bénisse, fait l'autre. Par la grâce de Dieu, que fais-tu ici? Ça vous regarde, réplique l'autre. Non, dit Aucassin, si je vous le demande, c'est dans une bonne intention. Donc, vous imaginez Aucassin habillé comme le fils du comte de Beaucaire et le paysan tel qu'il a été décrit quelques lignes plus haut. Bon, immédiatement avant. Non, c'est dans une bonne intention. Mais vous, pourquoi pleurez-vous, fait l'inconnu, et vous désolez-vous de la sorte? Certes, si j'étais aussi riche que vous l'êtes, le monde entier ne pourrait me tirer une larme. Enfin, elle traduit de façon trop élégante pour le langage du paysan. Enfin bon, c'est ça. Allons donc, me connaissez-vous, dit Aucassin. Oui, je sais bien que vous êtes Aucassin, le fils du comte, et si vous me dites pourquoi vous pleurez, je vous dirai ce que je fais ici. Le paysan mène la conversation. Certes, dit Aucassin, je vous le dirai bien volontiers, je vins aujourd'hui chasser dans cette forêt. J'avais un lévrier blanc le plus beau du monde et je l'ai perdu. C'est pourquoi je pleure. Qu'est-ce qu'il faut entendre, réplique l'autre. Par le cœur que notre Seigneur eut dans sa poitrine, vous êtes mis à pleurer pour un chien puant. Qu'il aille au diable, celui qui vous accordera désormais la moindre estime, alors qu'il n'y a pas d'homme si riche dans ce comté qui, si votre père le lui demandait, ne puisse en fournir 10, 15 ou 20, et encore trop content de le faire. Mais moi, j'ai de bonnes raisons de pleurer et de me désoler. Et pourquoi donc, mon frère? Seigneur, je m'en vais vous le dire. J'avais loué un riche paysan. J'étais loué à un riche paysan, je menais sa charrue et il y avait 4 bœufs attelés. Alors, bon, il y a 4 bœufs. En fait, la charrue, comme l'a bien montré Claude Régnier, c'est l'attelage lui-même. Il y a 3 jours maintenant qu'il m'arriva un grand malheur. J'ai perdu le meilleur de mes bœufs, Roger ou Rouget, le meilleur de mon attelage. Je suis à sa recherche sans manger ni boire depuis 3 jours. Je n'ose pas aller en ville, car on me mettrait en prison, parce que je n'ai pas de quoi payer. De tous les biens du monde, je n'ai rien de plus que ce que vous voyez sur moi. Non. J'avais une pauvre mère qui n'avait pour tout bien qu'un misérable matelas. On le lui a arraché de sous le dos et la voilà couchée à même la paille. J'ai plus de peine pour elle que pour moi, parce que l'avoir va et vient. Si j'ai perdu pour ce coup, je gagnerai une autre fois. Je paierai mon bœuf quand je pourrai. C'est pas ça qui me tirera des larmes. Et vous pleurez pour un chien de merde. Au diable, enfin, elle ne traduit pas comme ça, mais c'est ça, c'est un chien de Longagne. Hein. Au diable qui vous accordera désormais la moindre estime. Certes, tu es de bon réconfort, mon frère. Béni sois-tu. Et que valait ton bœuf? Seigneur, c'est 20 sous qu'on m'en demande. Je ne puis pas en rabattre une seule maille. J'en ai déjà à marchander. Allez, tiens, dit Aucassin, en voilà 20 que j'ai dans ma bourse. Paye ton bœuf. Seigneur, dit-il, grand merci. Et que Dieu vous permette de trouver ce que vous cherchez. Et puis, il s'en va. La scène est... Enfin, mon commentaire est stupide, mais la scène est absolument typique de la situation que j'ai décrite. Ça renvoie chez chacun à une expérience ou à de multiples expériences personnelles, ce genre de situation.
Et ce n'est pas le seul passage sur ce thème dans Aucassin et Nicolette. Aucassin a déjà éprouvé un peu avant l'insolence des paysans, qui sont en la circonstance des enfants, de petits bergers, des bergeraux. Et ce sont de petits bergers que Nicolette, dans sa fuite, a déjà rencontrés et qui ne l'ont pas beaucoup mieux traité. Et, enfin bon, je vous lis ça parce que... Puis bon, mon excuse, c'est que ça fera une transition vers les bergers et les bergères que nous verrons ensuite dans le genre. Donc, l'humiliation, là, n'est pas où l'on croit, mais nous verrons ce qu'il faut en tirer. Et alors, Nicolette, donc c'est enfui de sa prison, enfin bon, vous connaissez l'histoire d'Aucassin et Nicolette, rencontrent les petits bergers, là, qui sont autour d'un feu, qui gardent leurs bêtes. Mes enfants, dit-elle, le Seigneur Dieu vous vienne en aide. Dieu vous bénisse, dit celui qui avait la langue mieux pendue que les autres. Mes enfants, dit-elle, connaissez-vous Aucassin, le fils du comte Garin de Beaucaire? Oui, dame, nous le connaissons bien. Dieu vous garde, mes enfants, dit-elle. Dites-lui qu'il y a une bête dans cette forêt et qu'il vienne l'y chasser, et que s'il peut la prendre, il n'en donnerait pas un membre pour 100 marcs d'or, ni pour 500, ni pour tout l'or du monde. Et les bergers la regardent et la voient si belle qu'ils en sont tout éperdus. Ma foi, j'irai lui dire ça, fait celui qui a la langue mieux pendue que les autres. Maudit soit celui qui jamais en parlera ni le lui dira. C'est pur mirage que vos histoires, car il n'y a pas de bête qui ait tant de valeur dans cette forêt, ni cerf, ni lion, ni sanglier, dont un des membres vaille plus de 2 deniers, 3 tout au plus, et vous me parlez d'une telle fortune. Maudit soit qui ajoute foi à vos paroles et qui les lui dira jamais. Vous êtes une fée, nous ne nous soucions pas de votre compagnie, passez votre chemin. Ah, mes enfants, dit-elle, vous le lui direz, la bête a une telle vertu qu'Aucassin sera guéri de ce qui le fait souffrir. Et j'ai là 5 sous dans ma bourse. Tenez, dites-lui ce que je vous ai dit, et qu'il lui faut se mettre en chasse avant 3 jours. Et s'il ne trouve pas la bête dans les 3 jours, il ne sera jamais guéri de ses souffrances. Ma foi, dit l'autre, nous prendrons les deniers, et s'il vient par ici, nous lui dirons le message. Mais nous n'irons pas le chercher. La grâce de Dieu, dit-elle. Et elle s'en va. Et alors ensuite, Aucassin arrive et rencontre à son tour oui, il tombe sur les pastoureaux et les petits bergers chantent une chanson où ils racontent leur rencontre avec Nicolette. De sorte qu'Aucassin comprend ce qui s'est passé. En entendant les pastoureaux... Alors, enfin non, il ne chante pas, mais c'est dans une partie chantée, puisque vous savez qu'Aucassin et Nicolette est faite de par une alternance de courts chapitres, les uns rimés et chantés, et les autres en prose et récités. Et l'un dit « Mes bons petits compagnons, ou beaux compagniers, Dieu protège Aucassinet, le beau garçon, et la jeune fille au joli corps, toute blondinette, au clair visage, au regard espiègle, qui nous donna de beaux petits sous, dont nous achèterons de bons petits gâteaux, de petits couteaux dans leurs fourreaux, des flutiots, des cornets, de petites massues, des pipeaux. Dieu la sauve. » En entendant les pastoureaux, Aucassin pensa tout de suite à Nicolette, sa très douce amie qu'il aimait tant, et il se dit qu'elle était passée par là. Et prenant son cheval, il s'approcha des petits bergers. « Mes enfants, Dieu vous soit en aide. »« Dieu vous bénisse, dit celui qui avait la langue mieux pendue que les autres. »« Mes enfants, dit Aucassin, répétez la chanson que vous disiez il y a un instant. »« Nous n'en ferons rien, dit celui qui avait la langue mieux pendue que les autres. »« Maudit soit celui qui la chantera pour vous, mon cher Seigneur. »« Mes enfants, dit Aucassin, vous me connaissez ? » « Mais si, nous savons bien que vous êtes Aucassin, notre jeune seigneur. Pourtant, nous ne sommes pas à votre service, mais à celui du comte. Le comte, c'est son père. Mes enfants, vous chanterez bien, je vous en prie. Entendez ça, corbleu, fait l'autre. Pourquoi chanterais-je pour vous, s'il ne me plaît pas, alors qu'il n'y a pas dans ce pays d'homme si puissant soit-il, à l'exception du comte Garin, qui, s'il trouvait mes bœufs, mes vaches ou mes brebis dans ses prés ou dans ses blés, serait assez hardi pour les enchasser au risque de se faire crever les yeux. Et pourquoi chanterais-je pour vous s'il ne me convenait pas ? Oh, mes enfants, de par Dieu, vous chanterez, et tenez, voilà 10 sous que j'ai ici dans ma bourse. Seigneur, nous prendrons les deniers. Cependant, je ne saurais vous chanter ce que vous voulez, car j'en ai fait le serment.
mais je le raconterai, si vous voulez, à la grâce de Dieu. Et il lui raconte. Donc, l'auteur, et dans ces deux derniers passages, l'auteur de Cassin et Nicolette, qui est un auteur extrêmement malicieux, se livre à des variations à partir d'un genre lyrique qui repose précisément sur la confrontation entre deux suffisances, la suffisance du paysan, ou de la paysanne plutôt, et la morgue du seigneur, la suffisance du seigneur ou de l'homme de la ville, c'est la pastourelle dont nous avons déjà eu l'occasion de parler et qui en tire une bonne part de ses effets piquants. Mais ces effets piquants, s'ils sont piquants, nous en parlerons la semaine prochaine. Je vous remercie.